Yo, salut tout le monde. Alors, petite introduction vite fait avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est une vidéo que je viens de tourner qui est malheureusement un peu plus longue que prévu, un tout petit peu. Je voulais arriver autour de 20 minutes et comme vous voyez, elle fait quasi 50 minutes. Pourquoi est-ce qu'elle est si longue? Parce que j'avais tellement de choses à vous expliquer, tellement de choses à vulgariser parce que c'est un sujet complexe, c'est un sujet nouveau et il y a beaucoup de termes techniques. Donc, j'ai voulu essayer d'être le plus simple possible et parler à ceux qui sont vraiment intéressés, à savoir vous, photographes, artistes. Bref, tout ça pour dire que si vous connaissez rien du tout au NFT, au monde du crypto art, je vous conseille vivement de regarder toute la vidéo en entier. Je pense que je vous apprendrai pas mal de choses et en tout cas elle pourrait vous être bénéfique. Si par contre vous savez déjà de quoi on parle, ce qu'est un NFT, ce qu'est le crypto, la blockchain, etc., vous pouvez déjà passer le chapitre 1 et aller directement au chapitre 2 qui commence plus ou moins autour de 10 minutes de cette vidéo. Bref, merci d'avance pour votre attention, laissez déjà le pouce bleu et à très vite, on se revoit directement dans la vidéo. Ciao! Bonjour tout le monde, je m'appelle Yoann Leloz, je suis photographe de voyage et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo comme toutes les 2 semaines dédiée à la photographie. Alors aujourd'hui on va parler de NFT. NFT, vous avez certainement entendu parler du NFT même si vous savez pas du tout ce que c'est, vous en avez entendu parler dernièrement dans les médias. Je vais vous expliquer ce qu'est un NFT, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant potentiellement pour les photographes aujourd'hui. Alors cette vidéo va être vulgarisée au plus possible, sachant qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont jamais entendu parler du NFT, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas du tout familières avec le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. Donc, autant que possible, je vais essayer de vulgariser mes propos. Ça va pas être facile, je le sais, parce que c'est très technique, mine de rien. Je me prétends pas du tout expert en la matière. Ce qui est sûr, c'est que le monde du NFT m'intéresse depuis maintenant plus ou moins 1 mois ou 2 quand j'en ai entendu parler pour la première fois. Et je me suis dit, j'allais me documenter. Donc, les dernières semaines, je les ai passées à me documenter le plus possible par rapport à cette nouvelle technologie finalement pour pouvoir réaliser une vidéo et vous expliquer vraiment tout ce que j'ai appris sur les NFT. On rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Alors, les NFT. Qu'est-ce qu'un NFT? Un NFT, c'est un non-fungible token. En français, on pourrait les traduire par un jeton non fongible. Alors que si vous êtes comme moi, ça vous dira pas plus. Comment vous expliquer ça de manière simplifiée? Un jeton non fongible, plutôt qu'est-ce qui est fongible et qu'est-ce qui n'est pas fongible? Prenons le cas du Bitcoin. Un Bitcoin ou simplement un billet de banque, c'est quelque chose qui est fongible. Alors si je vais sur Wikipédia, que je lis la définition d'un jeton non fongible, un jeton non fongible est un type spécial de jeton cryptographique qui représente quelque chose d'unique. Les jetons non fongibles ne sont donc pas interchangeables, contrairement aux crypto-monnaies, comme le Bitcoin, ou même les monnaies traditionnelles qui sont fongibles par nature. Donc en gros, c'est le critère d'unicité. Si on prend un billet de banque, si on prend un Bitcoin, vous prenez un billet de 5 € et un autre billet de 5 €, vous pouvez les échanger. Ok, les 2 billets de banque de 5 € ont la même valeur et ils n'ont pas un caractère unique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment ça le plus important dans le paramètre d'unicité qui est propre aux NFT et aux jetons non fongibles. Je continue sur Wikipédia qui dit que le critère d'unicité est un élément important des NFT puisque ces derniers disposent d'un certificat qui assure leur authenticité, leur propriétaire, leur provenance ainsi que leur historique de vente. Ces certificats sont sécurisés par la blockchain Ethereum qui dispose également d'une crypto-monnaie, l'Ether. Voilà les définitions d'un NFT. Alors, j'ai certainement déjà perdu tout le monde ici, donc je vais essayer en tout cas de vous expliquer avec des mots simples. Concrètement, qu'est-ce qu'un NFT? Un NFT, c'est pas tant l'œuvre digitale ou l'objet digital qui va être mis en vente et que vous allez potentiellement pouvoir acheter. Le NFT, c'est le certificat d'authenticité, c'est le contrat en fait qui va être retrouvé dans la blockchain. Alors qu'est-ce que la blockchain? Cette vidéo ne veut pas être dédiée à la crypto-monnaie, à la crypto-industrie et à la blockchain. Il y a vraiment 1000 autres vidéos sur YouTube à ce sujet. Je vous invite vraiment à aller le voir. Je vais essayer de mettre 2-3 références en description de vidéos intéressantes sur le sujet. Mais concrètement, la blockchain, c'est une nouvelle technologie. Chaque crypto-monnaie, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, etc., etc., il y en a des milliers, sont basés sur leur propre blockchain et les NFT aujourd'hui sont majoritairement basés sur la blockchain de l'Ethereum. C'est ça qui est important à savoir, c'est que vu qu'on est sur une blockchain, tout est authentifiable, tout est traçable surtout, et il y a vraiment ce caractère d'unicité. Bon, ça c'était pour l'introduction par rapport au NFT, la définition même du NFT. Il existe tout type
des NFT. Il existe des NFT qui sont en fait de l'art. Vous avez certainement pas entendu parler du crypto-art. Vous avez vu certainement des artistes comme Beeple, qui est un artiste américain qui a vendu une œuvre digitale aux enchères chez Christie's il y a quelques mois pour plusieurs millions de dollars. Là, on est vraiment dans du NFT artistique. Mais vous avez aussi des mecs comme Jack Dorsey, bref, le fondateur de Twitter, qui a mis récemment en vente son premier tweet. Est-ce que là, c'est de l'art ou pas ? Bon, libre à chacun de juger si on parle d'art. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est numérique, tout ce qui est digital aujourd'hui peut être vendu comme un NFT. Un NFT, finalement, ça n'est jamais que quelque chose de numérique qu'on va mettre en vente et on va le mettre en vente sous son caractère unique. Alors vous allez me dire certainement à ce stade-ci, vous allez dire pourquoi est-ce qu'on va vendre un NFT d'une photo ou d'une animation 3D ou d'un tweet finalement si tout le monde a accès à ça. C'est vrai qu'une photo, il existe des millions et des millions de copies sur Internet, ok ? Et c'est vrai, il existe des copies de tous ces NFT finalement, des copies de toutes ces œuvres digitales sur Internet. Mais ce qui est le plus important ici à comprendre, c'est le caractère unique de la chose. Donc, prenons un exemple. J'ai une photo, j'imprime ma photo, je l'imprime à un seul exemplaire. Quelqu'un va acheter cette photo, ce tirage à un seul exemplaire, et il va se retrouver donc avec un certificat d'authenticité qui authentifie le fait que c'est lui le propriétaire de cette œuvre qui n'existe qu'une fois en un seul exemplaire à travers le monde. Et voilà, ça s'arrête là. Mais pourquoi est-ce que une œuvre digitale, alors sortons du domaine de la photo, mais pourquoi une œuvre digitale comme un GIF animé, comme un meme, comme une animation 3D ne pourrait pas exister de façon unique. C'est ça un peu le problème auquel vient répondre le NFT, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'une création digitale peut tout à fait exister de manière unique. On peut imaginer que si je crée aujourd'hui un GIF animé, il existe la version originale de ce GIF animé. Il existe des millions et des millions de copies, de telle sorte qu'il existe le vrai Picasso et puis des millions de reproductions de ce Picasso qui valent beaucoup moins cher. Eh bien, pour une œuvre digitale, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait l'œuvre digitale unique, originale, qui va être vendue en tant que NFT, et puis toutes les copies qui sont finalement les copies que vous et moi pourrions télécharger, clic droit, enregistrer sous, et hop, on enregistre la copie digitale sur son ordinateur. Le NFT, donc, vient proposer à des acheteurs potentiels, à des collectionneurs, de devenir propriétaires de l'œuvre originale. C'est ça qui est le plus important à comprendre. Et c'est ça qui est la vraie révolution aujourd'hui dans le domaine artistique et donc aussi dans le domaine photographique. La vraie révolution, c'est que des artistes qui n'avaient pas spécialement accès à la vente de leur art jusqu'à aujourd'hui, et je parle notamment ici des artistes digitaux, des artistes qui font de l'animation 3D, des artistes qui font du graphisme, du vectoriel. Tous ces artistes-là n'avaient pas spécialement l'opportunité aujourd'hui de vendre leur art parce que c'est pas quelque chose qui est imprimable. Aujourd'hui, grâce au NFT, ils peuvent tout à fait le vendre de façon artistique, donc avec un vrai certificat d'authenticité et le vendre à quelqu'un qui va acheter l'œuvre originale. C'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors, j'ai essayé d'expliquer ça à des proches, à des amis. Ils ne comprennent pas pourquoi on va dépenser des milliers de dollars, voire des millions de dollars aujourd'hui pour finalement quelque chose qui est accessible à tout le monde avec un simple clic droit. Eh bien, la raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent collectionner, qui veulent se dire « je suis le propriétaire de telle œuvre ». Le meilleur exemple, finalement, c'est les mimes, les fameux mimes d'Internet. On a vu que le Nyan Cat, qui est le petit chat là qui chie un arc-en-ciel, s'est vendu pour des millions d'euros aussi. Eh bien, ce Nyan Cat, qui fait vraiment partie de la culture Internet aujourd'hui, je peux tout à fait comprendre qu'il y a un mec sur Terre qui se soit dit « je veux être le propriétaire de ce mime » et que le fait que je sois propriétaire de ce mime est absolument... Personne ne peut contredire ça. Parce que c'est inscrit dans la blockchain, parce que n'importe qui a accès à la traçabilité, l'historique des transactions de ce mime, et que si vous allez sur la blockchain, vous allez voir que telle personne a acheté ce mime et que personne ne peut contredire ce fait. C'est un fait établi. Il a le certificat d'authenticité. Il est inscrit dans la blockchain comme étant le seul et unique propriétaire de ce mime. Après, il peut évidemment revendre ce mime, peut-être plus cher. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà la définition même du NFT. Ça a pris un peu de temps, mais il faut comprendre ce concept-là. Si c'est pas clair pour vous, je vais pas rentrer dans les détails, mais allez voir d'autres vidéos sur YouTube. Il y en a plein qui expliquent ce qu'est un NFT et pourquoi ça pourrait changer le domaine de l'art. Alors la raison de cette vidéo, elle n'est pas ici pour expliquer ce qu'est un NFT, c'est plutôt comment est-ce qu'on va pouvoir faire cohabiter le monde des NFT avec le monde des photographes, avec la photographie. Pour moi, le NFT, c'est une vraie révolution dans l'art. Non seulement pour les artistes digitaux, comme je l'ai expliqué, mais parce que, dorénavant, des artistes qui galéraient à vendre leur
art de façon physique ou de façon digitale ont en fait un nouvel accès, des nouvelles galeries, des nouvelles plateformes pour y vendre et surtout ont un nouveau système de vente. Ce nouveau système de vente, c'est les NFT qui vont se baser sur les crypto-monnaies, mais c'est surtout la vraie révolution, elle est où? Elle est dans le fait que chaque fois que quelqu'un va revendre une œuvre d'art NFT à d'autres personnes, l'artiste, le créateur de cette œuvre va toucher des royalties, va toucher une certaine commission sur la vente. La commission, elle tourne autour de 10%, mais elle pourrait tout à fait monter jusqu'à 50%. Il y a certaines plateformes où vous pouvez définir, vous en tant qu'artiste, la commission que vous voulez avoir à chaque vente ultérieure. En moyenne, on parle de 10 à 15% pour chaque commission. Rien que ça, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Picasso est mort, mais prenons un autre artiste qui vend beaucoup de photos ou d'œuvres d'art. Une fois qu'il vend son œuvre d'art à un premier acheteur ou un collectionneur, c'est terminé. Il chope la valeur, le prix de vente de la première vente et puis toutes les autres ventes, mais il n'a plus accès à des commissions. Or, ici, avec les NFT, l'artiste original va à chaque fois recevoir des commissions à chaque vente, pour autant que les NFT se revendent, etc., etc. Rien que ça, c'est une révolution. C'est-à-dire que ça va créer potentiellement un revenu passif pour des artistes qui galéraient jusqu'à aujourd'hui à vivre de leur art. Rien que ça, je trouve que le concept même des NFT est intéressant. Alors, il y a d'autres avantages évidemment pour les artistes et notamment pour les photographes. Bon, c'est comme je vous disais, on peut se faire connaître dans des galeries finalement. Les marketplaces des NFT aujourd'hui, ce sont des galeries en ligne. C'est un accès beaucoup plus facile à certaines galeries. Alors, il y a différents types de plateformes, il y a différents types de galeries. On peut citer OpenSea, qui est certainement la plus populaire, la plus accessible, mais il existe des galeries, des marketplaces comme Foundation, comme Nifty Gateway, comme Rarible, comme SuperRare. Toutes celles-là sont plus ou moins select, c'est-à-dire qu'il y a certaines galeries où vous pouvez aller créer un compte et mettre en vente un NFT, mais d'autres où vous allez devoir être accepté en tant qu'artiste. Vous allez devoir envoyer une candidature à ces plateformes pour qu'elles vous acceptent et qu'elles jugent en fait votre travail, et sur base de votre travail et du potentiel de vente finalement de vos œuvres, vous allez être accepté sur cette plateforme ou non. Aujourd'hui, les deux plateformes les plus hype, les plus select, ce sont Nifty Gateway et SuperRare, qui sont vraiment des plateformes où vous devez postuler, vous devez envoyer une candidature pour être accepté et pouvoir vendre vos NFT en tant qu'artiste. Donc rien que le fait d'être potentiellement accepté sur ces plateformes, ça vous offre une visibilité de fou furieux parmi les collectionneurs, parmi les gens qui vont acheter des NFT, qui sont à la recherche de NFT, alors soit pour vraiment l'amour et le plaisir de l'art, ou pour le potentiel de revente. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont là, qui achètent des NFT dans le but de les revendre plus cher. Si le cours des crypto-monnaies, parce que les NFT s'achètent avec des crypto-monnaies, notamment des Ethereum, si le cours de l'Ethereum augmente avec le temps, ou si la popularité des NFT augmente avec le temps, potentiellement, une œuvre aujourd'hui achetée à un Ethereum pourrait se revendre le double dans quelques mois, dans quelques années. Donc, il y a clairement un potentiel de spéculation et d'investissement non négligeable lorsque des collectionneurs achètent vos œuvres NFT. Ça, ce sont les avantages des NFT. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Encore une fois, je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur le sujet. Moi, j'essaye de faire une vidéo vraiment qui va parler aux photographes et pourquoi j'invite peut-être ou non, on verra bien la conclusion de cette vidéo, mais peut-être ou non des photographes à s'intéresser au monde des NFT. Sachez qu'il y a évidemment des inconvénients. Les inconvénients, c'est que sur certaines plateformes, je pense notamment à la plateforme Foundation, je pense que OpenSea c'est pareil, mais il faudrait que je double-check ça. En tout cas, sur la plupart des plateformes, lorsque vous uploadez un NFT, donc c'est-à-dire que quand vous allez minter, le fait de mettre en vente un NFT, on appelle ça le mintage, le mint d'un NFT. Lorsque vous allez minter votre NFT sur la plateforme, vous allez pouvoir choisir de proposer une photo. Je parle qu'à des photographes ici, restons sur le domaine de la photo. Vous allez minter une photo et à vous de décider quelle est la résolution de l'image que vous voulez proposer. C'est-à-dire qu'il y a des photographes qui vont peut-être se dire « Moi, je vends mon NFT avec une résolution tout à fait classique pour le web. » Et puis ceux qui veulent l'acheter, ils reçoivent la version web 2000 pixels de large, 3000 pixels de large, quelque chose comme ça. D'autres photographes, par contre, se disent « Je vais mettre la full résolution pour peut-être attirer encore plus d'acheteurs. » Et donc, on se retrouve avec des NFT, des photos, des visuels qui font plusieurs dizaines de mégapixels, 25, 30, 40 mégapixels, des fois même en 300 dpi. Le risque, c'est quoi évidemment ici? Et c'est un risque, c'est un inconvénient finalement qui ne touche que les photographes. En majeure partie, les photographes, tous les artistes de 3D ou d'animation sont moins visés par cette problématique à mon sens. Mais les photographes, pour eux, c'est quoi le problème? C'est que lorsque vous uploadez votre NFT, lorsque vous le mintez sur une plateforme, la plupart du temps,
votre NFT va pouvoir être accessible, la haute résolution, l'image full résolution de votre NFT va pouvoir être accessible par absolument tout le monde. C'est-à-dire que, vu que tout est traçable, vu que tout est transparent sur la blockchain, forcément, le lien où votre NFT est uploadé, il est hébergé sur un protocole IPFS, qui est finalement un protocole peer-to-peer. Il va être hébergé sur ce protocole IPFS et tout le monde y aura accès. En un simple clic, je peux tout à fait aller me retrouver, aller rechercher, aller télécharger une image full résolution qui a été mise en vente en NFT. Pourquoi c'est un problème pour les photographes? Parce que beaucoup de photographes aujourd'hui vivent de la vente de leur tirage, vivent de la vente de la licence de leurs photos, et que si aujourd'hui tout le monde, monsieur, madame, tout le monde ou un potentiel client peut avoir accès gratuitement et illégalement forcément, mais peut avoir accès gratuitement à ce fichier haute résolution, c'est la porte ouverte aux dérives potentielles. C'est-à-dire que si je mets en vente un NFT et que je décide de le mettre en full résolution 300 dpi, si quelqu'un aime ma photo et qui veut la télécharger pour l'imprimer chez lui, il peut tout à fait le faire sans avoir à passer par mon print shop. C'est une grosse problématique qui finalement est trop souvent oubliée, qui ne touche pas encore une fois les artistes d'animation, parce que forcément leur art n'est pas voué à être imprimé. Mais pour les photos, il faut y penser. Alors, il y a différentes astuces qui permettent de contrer ça, de contourner cette problématique. La première, c'est soit vous mettez, lorsque vous mintez un NFT, plutôt que de minter et d'uploader directement le fichier haute résolution, vous allez mettre un aperçu de basse résolution, de par exemple 1500 ou 2000 pixels, pour que les collectionneurs, les acheteurs potentiels puissent quand même voir à quoi ressemble la photo qu'ils voudront acheter. Et puis, en fait, pour tous les futurs acheteurs, en tout cas pour le premier acheteur va pouvoir unlocker, débloquer un fichier. Donc, lorsqu'il va acheter votre NFT, une fois que la transaction va être terminée, il va avoir accès à un fichier qui va être unlocké et là, vous pourriez tout à fait unlocker le fichier finalement haute résolution. Ça permet quoi? Ça permet que le fichier visible par tout le monde ne soit pas le fichier haute résolution. Ça, c'est une possibilité, mais toutes les plateformes n'offrent pas cette possibilité de proposer un fichier débloquable. Donc ça, à voir lorsque vous choisissez votre plateforme, gardez ça en tête. La deuxième possibilité, c'est quoi? C'est de choisir tout à fait, de potentiellement ne mettre à disposition que le fichier moyenne ou basse résolution. Vous n'êtes pas obligé de proposer un NFT en full résolution. Ça, c'est tout à fait libre à vous. Mais qui dit NFT ne dit pas spécialement photo full résolution, 300 dpi, 45 mégapixels. Vous pourriez tout à fait mettre en vente un NFT de 12 mégapixels et satisfaire le client, l'acheteur avec ça. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est quoi? Et c'est quelque chose que j'ai vu chez pas mal de photographes, notamment des photographes de grande renommée déjà, des mecs comme Mario Testino, par exemple, qui sont des photographes dont on ne présente plus le travail et qui vendent déjà des tirages à plusieurs milliers d'euros, qui sont en galerie, qui sont représentés par... tout le monde le connaît. Mario Testino, il a mis en vente ses NFT sur une marketplace qui s'appelle Maker's Place. Et lui, est-ce que c'est pour cette raison d'éviter le vol qu'il a fait ça? Mais lui, plutôt que de proposer une de ses photos fixe, un still image, une still image comme on dit, une photo non animée, il a été animé sa photo. Donc le NFT finalement c'est une vidéo, c'est un fichier MP4 de sa photo dans laquelle il a fait un zoom in, zoom out, tout simplement, très smooth comme ça. La boucle doit durer 5 ou 10 secondes. Et finalement, les gens ne peuvent pas télécharger un fichier photo full résolution. Tout le monde a accès forcément à ce fichier MP4 parce que comme je vous dis, un NFT est téléchargeable par tout le monde. Donc tout le monde a accès à ce fichier MP4 mais il n'est pas imprimable. On peut difficilement faire quelque chose à partir d'un fichier MP4. Donc est-ce qu'il l'a fait pour éviter que les gens volent sa photo ou pas? J'en sais rien. Mais clairement, moi si je devais me lancer un jour dans le monde des NFT, je pense que je ferais plutôt ce genre de truc. Plutôt que de proposer une photo style en haute résolution, je pense que j'irais plutôt vers une photo légèrement animée. Zoom in, zoom out, ça suffirait. Donc créer finalement un fichier MP4 et proposer ça à la place d'un fichier JPEG full résolution. Ça m'éviterait que les gens aient accès à une image haute résolution sans mon accord et illégalement. Donc ça, c'est une autre façon de contourner l'astuce. Et une dernière façon, c'est quoi? C'est alors plutôt de créer un cinémagraphe. Un cinémagraphe, c'est quoi? C'est à partir d'une image fixe, vous allez ajouter un peu d'animation dedans. Je vais essayer de vous montrer 2-3 exemples de cinémagraphes intéressants. Et pareil, à la fin, vous vous retrouvez avec un fichier MP4, un fichier vidéo qui n'est donc forcément pas imprimable. Et donc, vous évitez que les gens puissent voler votre photo. Voilà 2-3 conseils, 2-3 astuces pour éviter le vol. Mais vous pouvez tout à fait, et je l'ai vu, je vais essayer aussi de vous montrer des exemples, vous pourriez tout à fait mettre en vente une photo NFT et donner tous les droits dessus. J'ai vu un photographe, son nom c'est Souvenir Pixel. Alors, je suis pas sûr que ce soit un exemple à suivre, mais Souvenir Pixel, il a uploadé un fichier, un NFT, une photo sur la marketplace OpenSea, et lui,
qu'est-ce qu'il fait? Il propose absolument tous les droits sur le NFT. C'est-à-dire qu'il met en vente son NFT et il dit, voilà, dans la description de son NFT, il propose à l'acheteur, il lui donne, en échange de son achat, il lui donne le fichier RAW, le fichier TIFF en full résolution, le fichier JPEG en full résolution, et il permet à l'acheteur d'utiliser la photo dans tous les sens. Pour de l'utilisation commerciale, pour de l'utilisation publicitaire, marketing. Il peut potentiellement même imprimer la photo et en faire des produits dérivés. Il fait absolument ce qu'il veut. Alors ici, pour moi, on n'est plus sur du domaine artistique. On est simplement sur de la vente de licences de photos. Je pense pas que ce soit vraiment la vraie raison d'être d'un NFT. Je suis pas tout à fait pour ce genre de pratique. Après, il fait ce qu'il veut, mais voilà. Le NFT permet ça aussi, c'est-à-dire que vu que c'est un contrat finalement le NFT, c'est un contrat inscrit dans la blockchain, vous pourriez tout à fait définir les termes de votre contrat pour vos clients et dire que voilà, pour tel NFT, vous donnez tous ces droits-là. D'autres marketplaces, notamment la marketplace super rare, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'en fait, il n'y a aucun droit dessus. Vous achetez simplement le fait de pouvoir afficher, exposer l'œuvre d'art que vous achetez. Alors évidemment, il y a plusieurs façons d'exposer une œuvre d'art numérique. Via des cadres numériques par exemple, mais je reviendrai un peu là-dessus un peu plus tard dans la vidéo, mais vous pourriez juste afficher votre œuvre d'art et lorsque vous achetez via la plateforme Super Rare, vous n'avez droit qu'à ça. Finalement, comme quand vous achetez un tirage physique, un tirage papier à quelqu'un, à un photographe, vous avez juste le droit de l'afficher sur votre mur, c'est tout. Vous n'avez pas les droits sur la photo, vous n'avez pas le droit de faire des photocopies pour les donner à des potes, vous n'avez pas ces droits-là. Mais Super Rare vous dit, voilà, lorsque vous achetez un NFT, vous achetez juste une œuvre d'art, sauf qu'au lieu qu'elle soit physique, elle est digital. D'autres marketplaces comme Maker's Place, la marketplace sur laquelle Mario Testino est justement, indique dans ces conditions que lorsque vous achetez un NFT, vous avez droit à tous les droits qui ne sont pas commerciaux. C'est-à-dire que vous avez tout à fait le droit d'imprimer, d'exposer, d'utiliser l'image, le NFT, l'image numérique, à des fins personnelles, non commerciales. Donc là, on a sur des utilisations un peu plus larges, un peu plus étendues que le simple fait de pouvoir exposer une œuvre d'art. Voilà, ça c'est très important. Lorsque vous vendez un NFT en tant que photographe, n'oubliez pas d'indiquer dans la description de votre NFT tous les droits que vous donnez aux acheteurs, à l'acheteur ou au potentiel acheteur futur. Parce que ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que quelqu'un qui va acheter votre NFT va pouvoir le vendre après. Donc si la première personne qui a tous les droits sur vos photos, comme le cas de Souvenir Pixel que j'ai cité tout à l'heure, s'il donne tous les droits sur votre photo avec le fichier RAW, le fichier TIFF, etc., si cette personne qui va acheter ce NFT va le revendre après dans le futur, il est censé aussi délivrer chaque fois le fichier RAW, le fichier TIFF, etc., etc., vu que les deux sont souvent censés en tout cas être indissociables. Ça, c'est très important. Donc, je vous ai cité le cas de Mario Testino. Il y a un autre photographe qui s'appelle Robert Jans, c'est un Allemand, qui fait lui plutôt de la photo, c'est du photomontage. Et lui, il a lancé ses NFT sur une autre marketplace qui s'appelle Nifty Gateway. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plusieurs types de NFT. Il a lancé des NFT qui sont finalement disponibles en un seul exemplaire, comme quand vous tiriez un tirage édition unique. Lui, il a fait des NFT qui sont disponibles en édition unique. Mais il a aussi fait des éditions illimitées, des éditions ouvertes. Et le concept des éditions ouvertes en NFT, c'est quoi? C'est que vous allez créer quand même un sentiment d'urgence. Vous allez annoncer que vous sortez un NFT en édition ouverte et vous pourriez dire que cette édition ouverte n'est disponible à l'achat que pour une durée limitée dans le temps. En l'occurrence, il me semble que Robert, il a fait quoi? Il a fait disponible pendant seulement 20 minutes. Donc les gens n'avaient que 20 minutes pour acheter une édition ouverte qui forcément est beaucoup moins chère, beaucoup plus accessible aux gens comme un immortel. Et ils n'avaient que 20 minutes pour acheter une édition ouverte qu'ils allaient acheter peut-être l'équivalent de $500 plutôt que les $5000 qu'ils demandaient pour son édition limitée. En plus de ça, il a créé une édition collector pour laquelle, lorsque les gens achetaient l'édition collector du NFT, ils allaient recevoir en plus de ça un tirage physique, papier, édition signée limitée et un physical token. Donc en gros, il a exposé, il a imprimé sa photo qu'il a mis entre deux plexiglas. On voit souvent ça, les collectionneurs, souvent ça, ils mettent une belle carte à collectionner, ils le mettent en deux plaques de plexiglas et ils l'exposent. Et lui, il a fait ça pour son NFT, c'est ce qu'on appelle le physical token. Et il a rajouté un petit hologramme d'authenticité et un QR code qui va alors lier qui va faire un lien vers le contrat dans la blockchain pour que les gens qui scannent le QR code puissent voir qui est le propriétaire de cette œuvre d'art. Voilà, il existe en fait plusieurs façons de vendre des NFT en tant que photographe, en tant qu'artiste. Les possibilités finalement sont quasi illimitées et infinies, mais il faut vraiment garder à l'esprit que lorsque vous vendez un NFT, il faut vraiment détailler tous les droits que vous cédez aux acheteurs. Très important. Il y a d'autres dérives évidemment. J'ai constaté qu'il y a des artistes
en tout cas des artistes qui se prétendent être artistes, qui vont mettre en vente des NFT, mais en fait c'est des NFT qui vont être volés. C'est une grosse dérive qu'on voit dans le monde des NFT, c'est que des gens vont aller s'approprier des œuvres digitales qu'ils vont trouver sur Instagram, qu'ils vont trouver sur le web, peut-être même des fois des artistes qui sont décédés, et ils vont aller exploiter leurs œuvres, les mettre en vente sur des plateformes de NFT en se faisant passer pour les artistes en question, et puis c'est eux qui vont gagner tout l'argent. Ça se voit beaucoup, c'est une vraie dérive, mais vu que tout est traçable et transparent sur les marketplaces, n'hésitez pas à chaque fois à aller voir qui a mis en vente le NFT de base et essayez d'aller voir les comptes qui sont liés à ça, les comptes réseaux sociaux qui sont liés à ce compte sur la marketplace pour voir si la personne a l'air d'être la vraie personne derrière le compte de la marketplace ou pas. Il y a beaucoup d'usurpation d'identité, faites attention à ça si vous êtes potentiellement intéressé par devenir acheteur de NFT. Alors, l'autre gros sujet, évidemment, c'est quoi? C'est que vous avez d'office entendu parler de ça, c'est l'impact écologique que les NFT ont. Énormément de médias ont commencé à parler de l'impact négatif des NFT, l'impact négatif des NFT d'un point de vue écologique. Et lorsque je parle des NFT à mes amis, la plupart du temps, le premier argument qui vient, c'est non, j'en ai entendu parler, mais ça m'intéresse pas parce que ça pollue. Et c'est vrai, ça pollue. Mais ce ne sont pas les NFT qui polluent directement, c'est en fait la blockchain Ethereum sur laquelle en fait les NFT dépendent. Donc encore une fois, pour ne pas être trop technique, je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur le sujet, mais pour essayer d'être assez simpliste dans l'explication, ce qu'il faut savoir, c'est que les NFT dépendent de la blockchain Ethereum pour le moment. En tout cas, la plupart des marketplaces, la plupart des NFT sont basés sur la blockchain Ethereum. Il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies qui existent, il y a beaucoup d'autres blockchains qui existent. Il existe la blockchain Bitcoin qui est encore plus polluante que celle de l'Ethereum. Il va certainement exister à l'avenir des marketplaces NFT qui vont se baser sur d'autres blockchains qui sont moins polluantes, telles que le Cardano par exemple. Mais en fait, comment est-ce que la blockchain Ethereum fonctionne? Elle fonctionne sur, encore une fois, j'ai pas envie d'être trop technique là-dedans, mais elle fonctionne sur le Proof of Work. C'est un processus qui met les mineurs, ce sont les gens qui vont créer en fait, qui vont vérifier les transactions de la blockchain. Et ces mineurs, ils sont tous en compétition. Donc, pour vous expliquer le plus simplement possible, c'est quoi? C'est que vous avez plein de mineurs. Les mineurs, c'est quoi? Ce sont des gens, comme vous et moi, qui ont des ordinateurs ultra performants, des fois même des fermes entières de serveurs, qui vont faire tourner jour et nuit pour tout le temps, constamment, 24 heures sur 24, vérifier les transactions de la blockchain. Ça, ce sont les mineurs. Ces mineurs-là vont être rémunérés pour leur travail. Ils vont être rémunérés sous forme de gas fees. Et pour que ces mineurs-là soient rémunérés sur la blockchain Ethereum, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont tous mis en compétition. Et lorsque quelqu'un veut faire une transaction Ethereum, donc par exemple, lorsque vous achetez un NFT, vous allez faire une transaction, et pas qu'une, il y en a plusieurs qui sont mises en jeu, mais concrètement, la transaction que vous allez lancer, cette transaction doit être validée. Elle doit être validée pour qu'elle soit inscrite dans la blockchain. Et pour que cette transaction soit validée, il faut qu'elle soit validée par des mineurs. Des mineurs qui vont valider la transaction. Et vu que tous ces mineurs-là veulent être rémunérés en tant que mineurs, vu qu'ils sont rémunérés chaque fois avec des Ethers qui valent beaucoup d'argent, ils sont tous mis en compétition. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec un système où il y a des millions, ou en tout cas des milliers de mineurs qui travaillent tous en même temps pour valider la même transaction. Sauf qu'à la fin, il n'y a qu'un seul mineur qui va valider la transaction. Et donc, on se retrouve avec 999 mineurs qui ont fait le travail inutilement, qui ont gaspillé énormément d'énergie pour un seul mineur qui a travaillé pour finalement valider la transaction. Ça, ce concept-là, c'est le système de Proof of Work. Il existe d'autres crypto-monnaies, telles que le Cardano, qui sont basées sur un autre système qui est le Proof of Stake. Et le Proof of Stake, encore une fois, pour ne pas être trop technique, c'est un système qui ne met pas les gens en compétition, mais qui permet en fait aux gens de travailler ensemble. Chacun va faire un espèce de dépôt financier qui va pouvoir récupérer seulement s'il a accompli sa part du travail. Et ce système est beaucoup plus efficace écologiquement parce qu'il va consommer beaucoup moins d'énergie. On ne va pas gaspiller inutilement d'énergie. Et grosso modo, qu'est-ce qui se passe dans la blockchain Ethereum? C'est que vous achetiez ou que vous vendiez des NFT ou non, ces transactions, il va toujours avoir des transactions sur la blockchain. Donc grosso modo, oui, la blockchain Ethereum aujourd'hui comme elle pollue, elle est excessivement énergivore, mais le fait que vous mintez ou que vous achetiez des NFT ou non ne va pas spécialement influer sur l'énergie dépensée.
Alors oui, la blockchain Ethereum pollue, oui, la blockchain Ethereum est un réel problème, moins que celle du Bitcoin, mais quand même. Mais c'est en train d'évoluer. Les ingénieurs Ethereum sont en train de travailler sur l'Ethereum 2.0 pour qu'à terme, on parle de fin de cette année, début 2022, pour passer du système Proof of Work au système Proof of Stake. Lorsque ce sera le cas, toute la blockchain Ethereum sera beaucoup plus écologique, en tout cas moins énergivore. Mais il existe déjà beaucoup d'autres crypto-monnaies qui sont bien moins énergivores, bien plus écologiques que l'Ethereum. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir que certaines marketplaces sont en train de réfléchir à aller vers d'autres crypto-monnaies potentiellement. Ce que je pense, c'est que la technologie, elle n'est qu'aux prémices aujourd'hui, qu'on va arriver de plus en plus vers une technologie blockchain plus écologique et que la réalité des choses, c'est que le monde va se digitaliser et que le fait que l'art puisse se digitaliser aujourd'hui, c'est un vrai pas révolutionnaire dans le monde de l'art. Et je suis très curieux de voir vers où ça va mener. Je suis très curieux de voir où le monde artistique digital va être dans 10 ans, 20 ans. Et je suis persuadé que les NFT vont être là pour durer, que les gens derrière le NFT et derrière les marketplaces vont faire en sorte que tout ça soit moins énergivore, plus écologique. Ça, c'est absolument essentiel parce qu'il faut penser aussi que les mineurs qui minent des crypto-monnaies tous les jours vont devoir aussi trouver des solutions beaucoup plus durables et renouvelables. Je lisais quelque part que plus ou moins 76% des mineurs aujourd'hui utilisent des énergies renouvelables. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. C'est souvent le cas lorsque c'est en Asie. La plupart des mineurs sont en Asie. C'est souvent le cas quand c'est la période des pluies où ils peuvent beaucoup plus travailler sur le côté énergétique renouvelable produit par le côté hydroélectrique. Donc, de plus en plus, on va aller vers des mineurs qui utilisent des énergies renouvelables. De plus en plus, on va avoir des acteurs de l'industrie crypto, blockchain qui vont vouloir optimiser leurs coûts, forcément, parce que c'est comme toutes les entreprises, ils vont vouloir diminuer leurs coûts et tout ça va devenir de plus en plus écologique. On n'en est pas encore là à 100% aujourd'hui, mais ça arrive. Alors oui, il y a une hype non négligeable. Oui, tout le monde a envie d'avoir sa part du gâteau. Les artistes ont envie d'avoir leur part du gâteau. Les collectionneurs ont envie de se précipiter dessus parce que pour le moment, il y a une hype et c'est facile d'acheter pour revendre 10 fois plus cher. Ça se voit, c'est une vraie réalité. C'est une espèce de ruée vers l'or. Tout ça est en train d'exploser pour le moment et je pense qu'on va très vite atteindre un espèce de plateau d'ici 2-3 mois, peut-être 6 mois où le plateau va être atteint et puis ça va peut-être retomber. Un peu comme le Bitcoin il y a 10 ans où ça a monté, puis ça a été un plateau, puis ça a redescendu et puis en fait il va y avoir une autre montée et ça va monter de plus en plus. Je pense que les NFT, c'est ça qui va se passer et que c'est très intéressant pour les photographes aujourd'hui, même si c'est difficile pour les photographes de se faire une place parce que la photo aujourd'hui, dans le monde des NFT, n'est pas vue comme étant le domaine le plus sexy, le plus désirable pour les NFT. On voit beaucoup d'œuvres artistiques digitales, numériques, animées, 3D. Et pour les photographes, je pense que il y a une place à se faire, clairement. D'ailleurs, c'est marrant de voir qu'il y a de plus en plus de photographes qui vendent des NFT à des prix incroyables. Je pense à Jacob, que vous connaissez peut-être via Instagram, qui a balancé son premier NFT, qu'il a vendu $28 000 il y a quelques jours. Des photographes comme ça, ils arrivent et ils permettent finalement à des collectionneurs de se dire, ben oui, les photos ont leur place aussi parmi les NFT, et ce n'est pas que des œuvres animées qui méritent d'être vendues et achetées. Donc la hype, elle est là. Je pense que c'est aussi le rôle des photographes de s'intéresser aux NFT, de se dire peut-être qu'il y a une place à se faire. Il faut imaginer le truc en fait comme je vous disais, on est aux prémices et les choses ne vont faire qu'évoluer avec le temps. Je voyais notamment un collectionneur qui s'appelle 33 NFT, qui achète énormément de NFT pour le moment, et qui, lui, est sur le point de créer sa galerie digitale. Donc, en fait, je vais vous mettre une vidéo qu'il a postée sur Twitter. C'est une galerie, certainement virtuelle, peut-être même physique, qui sait, on pourrait tout à fait imaginer une vraie galerie d'art physique, mais avec des écrans numériques, des cadres numériques, qui diffusent les NFT qu'il a achetés. Mais imaginez-vous, peut-être dans le futur, il faut vraiment s'imaginer 2030-2040, les gens, les collectionneurs d'art exposeront leur art de façon virtuelle. Pourquoi pas après tout? Et si c'est le cas, vu que le monde se digitalise de plus en plus, pourquoi est-ce que l'art ne pourrait pas lui aussi se digitaliser? Pourquoi est-ce que les photos ne pourraient pas se digitaliser et être vendues comme finalement outils numériques? Alors moi, je suis vraiment contre l'idée que la photo aujourd'hui devienne 100% numérique. Je suis trop attaché à la photo papier, au résultat papier. J'aimerais juste que les deux puissent cohabiter ensemble et que la photo puisse continuer à être appréciée finalement lorsqu'elle est imprimée sur du papier. Pour moi, une vraie photo, elle ne vit que quand elle est imprimée. En tout cas, c'est là qu'elle prend vraiment tout son sens. Mais le côté numérique
Mais pourquoi ne pas donner la chance aux artistes numériques digitaux à pouvoir vendre leurs photos de façon digitale? Je pense que c'est ça la vraie puissance des NFT. Et on en est qu'aux prémices et c'est vraiment le moment, je pense, si vous êtes un brin intéressé par les nouvelles technologies et vers les technologies futures, toutes les nouveautés futures qui arrivent, c'est le moment de s'y intéresser. Moi, je suis pas encore sûr que je vais faire le test, que je vais dropper un NFT. Ça m'intéresse clairement. Je suis toujours dans ma phase de documentation parce que, encore une fois, il y a du pour, du contre et très peu de gens, finalement, s'intéressent à ce qui se fait, quelles sont les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Comme je dis, il y a beaucoup de dérives d'un point de vue copyright, d'un point de vue droit, d'un point de vue vol. Tout ça, c'est des vraies dérives. Il faut faire attention à ça. Donc, si vous êtes intéressé par acheter des NFT pour potentiellement même les revendre, en tant qu'investisseur, ben faites gaffe à qui vous achetez. Il y a des bonnes et des mauvaises marketplaces, il y a des bons et des mauvais vendeurs. Donc vraiment vérifiez les sources, vérifiez la traçabilité de l'historique des NFT que vous achetez. Et si vous êtes photographe et que vous êtes intéressé de vendre vos NFT dessus, ne vous précipitez pas dessus comme ça en se disant moi j'ai plein de photos qui marchent, je vais la balancer sur une marketplace et puis j'espère que quelqu'un va l'acheter $2000. Ça ne marchera pas, je vous le dis d'office, ça ne marchera pas. Le NFT, il faut venir avec un vrai concept. J'en parlais avec une amie, Catherine Simard, que je salue d'ailleurs, qui s'intéresse beaucoup aux NFT, qui est en train aussi de se documenter, de faire des recherches. Et j'ai fait un Skype avec elle hier, la veille d'enregistrer cette vidéo. Et je vais d'ailleurs mettre 2-3 extraits de ce qu'elle disait, qui était très intéressant. Pour elle, le fait de balancer un NFT comme ça en tant que photographe et espérer qu'il soit acheté, ça ne marche pas. Ça marche pour 2-3 personnes, mais d'une manière générale, ça ne marche pas. Dans le fond, c'est drôle parce que la première semaine que j'ai commencé à apprendre par rapport au NFT, je me disais, bon, OK, je vais sortir de quoi la semaine après. Il faut que je mette de quoi parce qu'on dirait que c'est comme, c'est une ruée sur l'or. Fait que c'est comme tout le monde veut y aller maintenant. Mais après ça, en prenant du recul, je me suis rendu compte que les gens qui ont du succès, en général, prennent le temps vraiment de créer un concept pour leur launch de NFT. Si vous balancez un NFT en se disant je vais essayer de me faire de l'argent dessus et j'ai une belle photo, elle marche bien, je vais la balancer et peut-être que quelqu'un va l'acheter $2000, c'est un mauvais plan, c'est un mauvais calcul. Alors je suis pas contre évidemment le fait de se faire de l'argent et de s'enrichir lorsqu'on est artiste. On est artiste et on doit vivre, on doit pouvoir vivre de notre art, c'est important. Et ça, c'est encore un autre débat et peut-être que je ferai une autre vidéo sur le sujet. Mais le fait de juste se dire les NFT, c'est hype, ça marche, il y a beaucoup d'investisseurs, il y a beaucoup d'argent en jeu, je veux ma part du gâteau, je vais balancer un NFT, une photo qui marche bien sur Instagram et je vais la mettre sur une marketplace et on verra si elle s'achète. Je vous le dis d'avance, peut-être que vous allez être une des 100 personnes pour qui ça va marcher, mais d'une manière générale, ça ne marchera pas. C'est mieux d'avoir un vrai concept, de balancer une œuvre qui a vraiment un vrai potentiel, qui a une vraie valeur ajoutée pour le monde des NFT. Et c'est pour ça que je trouve que le côté animation, cinémagraphe par exemple, je trouve que c'est vraiment très intéressant dans le sens où vous allez pouvoir ajouter une valeur à votre image. Moi, je suis en train de réfléchir à potentiellement faire un cinémagraphe de ma photo de la couverture de mon livre Pics of Europe et de l'animer, d'avoir le fog, la brume, les nuages qui s'est animé, qui rajoute vraiment une vraie dimension, une vraie profondeur à cette photo que j'adore et qui marche bien. Mais simplement balancer cette photo, je pourrais dire voilà, cette photo, je sais qu'elle marche, tout le monde l'adore, tout le monde veut l'acheter, même en print physique, et quelqu'un va certainement l'acheter en NFT. Je pense pas que ça marcherait. Et donc Catherine me disait que pour elle, il faut venir vraiment avec un concept, un vrai concept, et faire en sorte que ce concept plaise à une communauté. Et en parlant de communauté, vous pouvez pas juste balancer un NFT sur une marketplace, puis faire un post sur Instagram en disant voilà, j'ai balancé mon premier NFT, allez l'acheter, ça ne marchera pas. La communauté est tellement soudée entre gens de la communauté NFT, aussi bien les acheteurs que les collectionneurs que les vendeurs, que vous devez essayer d'intégrer cette communauté. Et le meilleur moyen pour intégrer cette communauté, c'est quoi? C'est Twitter. Twitter, c'est le meilleur moyen pour vous faire connaître en tant qu'artiste et c'est le meilleur moyen pour vous faire connaître en tant qu'acheteur. Vous pouvez tout à fait balancer un tweet et dire voilà, balancez vos NFT, si vous êtes artiste, balancez vos NFT. Aujourd'hui, j'achète un NFT. Vous allez voir, vous allez provoquer un engouement incroyable. À l'inverse, si vous êtes artiste, vous pouvez tout à fait aller être à l'affût sur Twitter des gens, des collectionneurs et leur faire savoir que vous existez. Catherine, elle n'était pas sur Twitter et elle est débarquée il y a 2 mois sur Twitter juste parce qu'elle veut intégrer cette communauté et elle veut mettre en place une vraie stratégie. Ça fait 2 mois que je suis sur Twitter, j'essaie de bâtir mes connexions, j'essaie de bâtir des liens, j'essaie de créer des nouvelles amitiés. Puis c'est vraiment ça qui fait en sorte que quand tu drops quelque chose, la communauté te pousse, la communauté va aller retweeter tes affaires. Fait que c'est vraiment ça la clé.
du succès dans le monde des NFT. Sauf si tu es accepté sur une grosse plateforme comme Super Rare ou bien Nifty Gateway, qui, eux, vont faire la promotion pour toi. Puis eux aussi, ils ont une base de collecteurs qui est déjà énorme. C'est comme pour tout lancement de produit. Vous pouvez pas lancer un produit, quel que soit le produit aujourd'hui, de but en blanc et venir comme ça un jour et dire voilà, j'ai lancé mon produit, achetez-le. Ça ne marchera pas. La plupart du temps, ça ne marchera pas. Vous devez teaser. Vous devez venir avec une vraie stratégie, teaser, annoncer que vous allez débarquer un jour. Et puis le jour où vous débarquez, vous droppez votre NFT et là, vous allez avoir un vrai engouement. Donc la stratégie, peut-être que j'en ferai une autre vidéo à l'avenir, une vraie stratégie de comment lancer son NFT. Vu que moi, ça m'intéresse vraiment, peut-être je vais en lancer un à l'occasion. Je sais pas encore sur quelle plateforme. Mais si je le fais, je vais essayer de documenter tout ça, de parler de ma stratégie de mise en vente de NFT, de comment, de pourquoi. Et je vais essayer de faire une vidéo sur le sujet à l'avenir. En tout cas, voilà, il y avait énormément de choses à dire sur cette vidéo. Je vois que ça fait déjà beaucoup de temps que je parle. C'était pas le plus facile d'être le plus concis, le plus clair et le plus simple parce que c'est un sujet complexe. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vais essayer d'y répondre. Si vous pensez que j'ai dit des conneries, pareil, n'hésitez pas, ne balancez pas des commentaires haineux, ça sert à rien. J'essaye vraiment d'expliquer pourquoi ça pourrait être potentiellement intéressant pour les artistes, les photographes de débarquer dans le monde des NFT. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le simplement. On est là pour créer une discussion, une conversation et je serais vraiment très intéressé de la créer avec vous et de parler de ce sujet avec vous. Donc si vous avez des questions, des remarques, mettez-les en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pareil, lâchez un pouce bleu, ça fait vraiment toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Il va certainement avoir d'autres vidéos sur le NFT à l'avenir. C'est un sujet qui m'intéresse parce que les possibilités sont énormes et je vais m'intéresser de plus en plus à ça à l'avenir. J'ai pas envie de balancer un NFT et de balancer sans m'être moi éduqué aussi et documenté à la base. Je veux vraiment prendre le temps de savoir pourquoi c'est potentiellement bien ou pas, quels sont les impacts que ça va engendrer dans le domaine artistique, dans le domaine de l'industrie de la photographie, mais aussi d'un point de vue écologique. J'ai envie d'être au courant et conscient de tout ce que ça va impliquer. Et ça, j'ai envie de vous le dire, j'ai envie de vous l'expliquer pour que vous aussi, vous soyez au courant de ce que ça implique d'être dans le monde des NFT. Bref, voilà, je pense que j'en ai assez dit pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive. Si vous avez des questions, pareil, vous le dites en commentaire, j'essaie d'y répondre. Ou sinon, vous m'envoyez un mail, ça marche toujours bien. Pareil, il y a le groupe Facebook, ou le groupe Facebook des photographes. Vous pouvez le rejoindre. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour moi. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Peut-être consacré au NFT, en tout cas définitivement consacré à la photo, à la culture photo et au métier de photographe. Et puis je vous rejoins aussi, je vous donne rendez-vous aussi dans mon podcast Blue Hour où on parle beaucoup de photos. Et peut-être que je vais faire un podcast sur les NFT si ça vous intéresse. Dites-moi d'ailleurs si le sujet vous intéresse vraiment ou pas pour voir si je peux faire d'autres contenus, podcast, blog, YouTube, Clubhouse, qui sait, sur le monde des NFT et du crypto art. Je vous dis à la prochaine. Merci pour votre attention. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, tout ça et à très bientôt. Merci. Ciao.